Même chose. Hey, hey! Bonjour! On est en direct. Ouais. Apparemment. Est-ce qu'on a C'est du bon. son? Oui, je pense qu'on a du son. On va être optimiste aujourd'hui. It's Friday! Yeah! Ouais, on bon, est bien ça en fonctionne. direct. Donc on est vendredi, on innove. Belle couronne et une baguette magique. Donc en fait, on a décidé de mettre une couronne à notre super pédopsie. Et moi j'ai la baguette magique à chaque fois que tu vas donner un super conseil. Voilà, c'est le petit coup de folie d'aujourd'hui. Parce que comme le sujet est un peu lourd, c'est C'est peut-être ça, pas mal de... le sujet il est pas très fun, mais on va quand même garder le sourire, et il faut, parce que c'est justement en gardant le sourire qu'on aide beaucoup nos enfants dans le bonheur. Donc on a effectivement deux thématiques aujourd'hui. Donc la première, c'est mon enfant qui traverse des événements difficiles ou douloureux. Donc divorce, séparation, deuil, handicap, alcool dans son entourage. Il peut y avoir aussi malheureusement un des parents qui est en prison ou l'abandon d'un parent. Le deuxième est un peu plus rigolo. Donc mon enfant a un don intellectuel, quoique des fois c'est compliqué aussi, ou créatif. Comment le déceler, comment le développer, et faire en sorte de l'aider sans trop mettre de pression. Voilà, donc en préambule, j'avais envie de dire, de parler un peu de nous, les parents. Est-ce que le fait d'avoir vécu, nous, des événements difficiles dans notre jeunesse, pourrait avoir un impact sur l'éducation qu'on donne aussi à nos enfants? Évidemment. Bah oui. Évidemment. Oui. Faut être mon con comme question. Non. Évidemment. Bonjour Virginie. Pardon, je te coupe. Oui, parce qu'elle nous dit bonjour. Évidemment, en fait, alors il faut limiter, ne pas projeter trop nos propres angoisses sur nos enfants. Je le répète assez souvent, mais c'est vrai que c'est important. Mais effectivement, nos propres expériences qu'on a vécues dans notre jeunesse, ou plus tard d'ailleurs, influencent énormément notre façon d'éduquer. Donc c'est vrai que de temps en temps, il faut aussi ne pas trop s'impliquer dans un sujet où on sait qu'on a des fragilités. D'accord, donc ça veut dire aussi qu'il faut être un tout petit peu plus vigilant, j'imagine, quand on a une enfance difficile ou douloureuse, sans rentrer non plus dans les détails, j'imagine. Il faut pas hésiter non plus à, entre guillemets, nettoyer un petit peu son passé, ses douleurs. Exactement. L'idée, c'est que si on se rend compte qu'on va au-delà en fait, de ses propres capacités, et qu'on a quand même envie d'aider son enfant, et ben c'est pas mal d'aller d'abord consulter soi-même, d'aller d'abord consulter afin de pouvoir aider son enfant. Alors, les parents, enfin en général, les gens qui vont nous regarder, j'imagine, ont déjà des enfants, donc ça sert à rien de se dire il fallait consulter avant, donc pas de culpabilité, toujours, mais c'est bien de le faire maintenant. D'ailleurs, ce sont souvent les enfants qui nous renvoient à nos propres... ça nous donne des flashs en fait. Exactement. Donc on peut toujours, il n'est jamais trop tard pour s'interroger sur soi-même et pour régler ses propres problèmes. Alors venons-en à nos enfants, parce que c'est quand même le sujet, nos petits amours, nos chéris, nos loulous, etc. Alors évidemment, on est tous d'accord pour dire qu'on préférait que son enfant grandisse avec ses deux parents, ça c'est sûr, mais c'est pas toujours, mais c'est pas toujours aussi simple, la vie n'est pas toujours aussi facile, et parfois il vaut mieux des couples séparés, heureux, que des couples ensemble et malheureux. Voilà, aussi. Donc pour autant, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas être égoïste, et il faut quand même accompagner son enfant dans cette séparation qui est pas simple. Pareil, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider au mieux? Alors, il n'y a pas de recette magique, évidemment. Il n'y a pas de recette magique, mais la parole. Libérer la parole, c'est toujours bon. C'est pas mal de toujours proposer à l'enfant de nous expliquer ce qu'il ressent. Alors, toujours dans une moindre mesure. On ne va pas ni d'un côté ni de l'autre trop insister ou faire la technique de l'autruche. C'est-à-dire qu'en gros, on va pas être derrière son enfant en train de lui dire « Bon, allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui va pas ?» Parce que là, l'enfant, je pense qu'en fait, il a juste envie d'envoyer tout balader. Et puis après, en plus, s'il envoie balader le parent qui a demandé ça, le parent risque de mal le prendre en disant « voilà, mon enfant veut pas me parler, il y a un problème. » Donc, on va pas non plus dans ce travers-là. Et de l'autre côté, on fait pas non plus semblant en se disant « Moi, ça va pas dans mon couple, donc je suis pas à même de poser les questions à mon enfant, donc je vais rien lui poser. » Non, on peut aussi poser simplement les questions en disant voilà, est-ce que tu as envie d'en discuter? Est-ce que tu as envie d'en discuter avec moi, avec l'autre parent, avec des copains, des copines, les grands-parents? Il y a tout un tas de personnes qui se trouvent être autour de l'enfant qui peuvent jouer ce rôle finalement d'écoute et d'épaule. Et puis si il n'a pas envie d'en discuter avec des gens de son entourage, mais avec une tierce personne, on peut consulter. Et au-delà encore de ça, si l'enfant dit non, j'ai pas envie d'en parler, il faut aussi pouvoir respecter
sa demande. D'accord, donc on n'est pas là à essayer de trifouiller là où il n'y a pas de souci. Exactement, quand il n'y a pas de souci, on ne va pas chercher en fait. Ouais, bon. Alors on en fera tout un sujet, hein, des parents séparés, etc. L'idée c'est pas de rentrer dans les disputes, les querelles de garde, etc. Parce que c'est pas le but, c'est plutôt d'accompagner l'enfant justement. Mais il faut pas creuser, il faut essayer de préserver son enfant, être vigilant. Bien sûr, mais pas être excessif non plus, insistant en essayant. D'accord. Et ça vaut aussi évidemment pour les enfants dont les couples sont ensemble et se disputent parce que bien sûr c'est malheureux aussi pour ces enfants-là. Je ne vais pas parler de mes parents, mais un peu peut-être aussi, que je respecte évidemment, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de disputes à la maison et il m'arrivait des fois aussi de me dire bon sang mais quand est-ce qu'ils vont se séparer, parce que c'est très dur, c'est très pesant aussi. En fait on ne soupçonne pas que les enfants puissent émettre cette envie et ce besoin. J'ai plein d'enfants qui débarquent dans mon bureau en me disant mais moi je rêve que mes parents se séparent et les parents ne soupçonnent pas en fait l'impact que ça peut avoir chez leurs enfants de telles disputes. Donc on se dit que les disputes doivent rester en fait la propriété entre guillemets des parents seuls et ne pas impliquer les enfants autant qu'on peut, on va dire ça comme ça, dans leurs disputes personnelles. Donc quand on a envie de se disputer, on ferme la porte de la chambre, on attend que l'enfant soit à l'école, puis ça permet de prendre du recul. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc on essaye d'éviter que la présence de l'enfant soit là. Et puis, petite astuce. Le coup de baguette. Je veux que je te mette pas un coup. Alors, petite parenthèse, si tu permets. Bien sûr. Moi, j'ai créé un site internet pour les parents célibataires, justement, pour leur donner des conseils, justement, au moment où ils se séparent. Des conseils et des rencontres? Non, pas encore, mais on va y songer. Donc ça s'appelle célibatan.com. Super. Et on a aussi une page d'ailleurs sur 0+0 parents solo. Et c'est d'ailleurs là où on a eu beaucoup de questions. Et on s'est rencontrés. Oula, ça fait les deux. Liliane et Catherine. Voilà, c'est ça. Alors, c'est bien qu'on rigole un peu avant parce que là, c'est vraiment triste. Là, ça va être horrible. Le sujet est horrible. Reste avec nous parce que c'est la vie. C'est comme ça. La vie, c'est pas toujours simple. Donc on a évidemment des cas très difficiles à gérer pour les parents et pour les enfants. C'est évidemment la maladie d'un proche ou un décès ou la maladie même de son propre enfant. Première question, est-ce qu'on doit toujours annoncer la maladie d'un proche ou est-ce qu'il faut plutôt la cacher si c'est possible, évidemment? Alors, en général, quand tu me parles d'une maladie, c'est que tu sais que ça va être quelque chose qui va être douloureux. Voilà, c'est ça. Donc en fait, j'ai envie de dire que... alors, avant de répondre à toutes les questions qui vont arriver, je précise que ce ne sont que des conseils. C'est absolument pas une directive à suivre. Il n'y a pas ce n'est pas scientifiquement prouvé comme étant la bonne manière, mais c'est une manière d'aborder les choses que je vais vous proposer. Donc je le précise quand même. C'est bien que tu le dises. Donc en général, je propose qu'effectivement, quand il y a une maladie, puisque ça peut être assez long, c'est de prévenir l'enfant dans le sens où après s'il y a un décès, au moins l'enfant s'est préparé en fait à accueillir cette mauvaise nouvelle. Donc effectivement, quand il y a une maladie, je propose de le dire aux enfants. Aux enfants, d'accord. Justement, on a le témoignage d'une maman là, dans l'application 0+0. Il nous disait en fait que le grand-père de sa petite fille était atteint d'un cancer et depuis qu'il avait annoncé en fait à leur fille, elle refusait de faire des bisous à son papy. Évidemment, ça rendrait triste tout le monde, à la fois la maman et le papy. Est-ce qu'il y avait peut-être dans le comportement de cette petite fille une peur, une crainte d'attraper la maladie de son papy? Bravo. Yes. C'est moi qui Donne-moi ta couronne. Bravo, tu as une très bonne analyse, c'est pas mal du tout. Alors justement, ce que tu dis, c'est assez révélateur d'un comportement adulte qui est très primitif et qui est pas très bien. Mais beaucoup d'adultes ont comme un peu, j'ai envie de dire, peur d'attraper la maladie des autres, c'est-à-dire de s'approcher quelqu'un en fauteuil roulant ou un enfant qui serait atteint d'autisme, de troubles du développement, voilà. C'est vrai que les adultes ont souvent cette petite réticence à aller vers ces personnes-là et c'est pas très bien. Et en fait, donc effectivement, c'est comme s'il y avait un jugement de peur dedans. Donc l'idée, c'est la même chose pour cette petite fille. Peut-être qu'elle a effectivement peur d'aller vers son grand-père
parce qu'elle a peut-être peur justement d'attraper cette maladie. Donc là, c'est bien de lui poser la question. Maintenant, de l'autre côté, est-ce que c'est parce qu'elle a peur d'attraper la maladie? Est-ce que c'est parce qu'elle voit justement son grand-père qui a un cancer être beaucoup plus faible physiquement et donc en fait, ça peut la stresser, elle peut se dire peut-être je vais lui faire du mal. Enfin, voilà, donc il faut aussi lui demander ce qu'elle pense finalement de cette situation, tout en lui expliquant qu'elle n'a absolument pas de culpabilité à avoir, que la mère ne va pas lui dire c'est pas bien, il faut embrasser ton papy. Non, l'idée c'est de dire voilà, papy ne t'en veut absolument pas si tu vas pas l'embrasser, moi aussi je ne t'en veux absolument pas. Maintenant, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu vas pas l'embrasser? Est-ce que tu veux qu'on essaie de voir ensemble une solution pour que tu ailles l'embrasser? Bon, c'est chouette, ouais. C'est mignon. Et alors, autre cas, c'est quand son enfant est malade, souffre d'un handicap. On a beaucoup aussi de demandes là-dessus. Beaucoup de témoignages sur des enfants qui sont atteints de maladies de degrés différents, donc épilepsie, TDAH, comment tu dis, TDAH, c'est ça, d'un handicap physique, dyslexie aussi, bon, mais c'est gênant. Bien sûr. Alors il y a deux choses, évidemment, ces parents souffrent de solitude, c'est compliqué, et puis aussi ils ont évidemment envie d'accompagner leur enfant sans trop les couver. Parce que là encore, tu as une petite astuce pour les aider, c'est facile ça. Alors, je vais t'apprendre quelque chose. Les enfants sont bien plus forts que tu ne peux même l'imaginer. Et ils sont souvent d'ailleurs plus forts que les parents eux-mêmes. Oui, c'est vrai. Donc quand ils affrontent une maladie, les enfants sont souvent finalement très conscients. C'est pas parce qu'ils ont de l'inconscience et que donc ils affrontent les choses beaucoup plus légèrement. C'est juste ils sont très conscients du truc, mais ils peuvent aborder ça avec tellement plus de recul que ce sont souvent ces enfants qui finalement apprennent aux parents à prendre du recul et à avoir plus de force. Donc, si l'enfant n'a pas d'angoisse, il faut essayer d'en tirer parti et de se dire bon je prends sur moi et je vais pas lui montrer non plus mes angoisses. Alors après, si ça déborde trop pour les parents, on peut toujours aller consulter évidemment. Mais si l'enfant ne réclame pas à être trop couvé, trop surprotégé, en fait on va respecter sa manière d'aborder sa maladie. Bon, très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout, on vous répondra. Et puis il y a la notion de mort chez l'enfant il y a la mort d'un proche, il y a la mort de loin avec des problèmes de sommeil aussi que ça peut générer. Est-ce qu'il y a des mots à choisir en fonction de l'âge, par rapport à la mort, au décès? Est-ce qu'il y a des mots qu'on peut trouver pour leur expliquer? Alors les mots vont être choisis en fonction de la personnalité de l'enfant, de l'âge de l'enfant et du contexte dans lequel la mort arrive. Je reprécise encore une fois pour ceux qui n'étaient pas là au début ou qui arrivent, ça reste des conseils, il n'y a rien de scientifique, donc ce sont des conseils que je vous propose, mais la parole divine n'est pas là encore. Donc oui, en général, c'est bien de parler de la mort telle qu'elle est, c'est-à-dire ne pas faire semblant, ne pas trop imager en fait la chose. Donc je vous donne un exemple, après c'est aussi toujours un peu en fonction de l'âge, mais par exemple quand on arrive dans mon bureau et qu'on me dit, j'ai dit à l'enfant que telle personne était partie dans les nuages ou qu'elle faisait un long voyage, en fait l'enfant va avoir tendance à chercher la personne dans les nuages ou à attendre ce fameux long voyage, le retour du fameux long voyage. Et en fait ça peut générer, si on n'utilise pas le bon mot, ça va générer une angoisse. Genre, par exemple, tu es parti en voyage, est-ce que tu pourrais ne jamais plus revenir? Donc l'enfant va avoir peur de faire un voyage, va avoir peur de laisser les autres faire ce fameux voyage, entre guillemets. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'aborder la mort telle qu'elle doit être. Tu te rappelles, on a eu un poisson rouge qui est mort, ou... Alors moi je préfère le mot décédé, mais après c'est personnel, mais de dire le poisson était décédé, la plante est décédée, on a eu un animal de compagnie qui est décédé, et ça nous a beaucoup attristé, et derrière on ne pouvait plus jouer ou faire quelque chose avec cette chose, avec cette plante par exemple, ou avec le poisson ou l'animal, voilà. Et donc l'idée c'est de dire, la mort effectivement arrive, alors le mieux c'est toujours le plus tard possible, et puis pas forcément avec la maladie, pour ne pas aussi que l'enfant l'assimile à la maladie, genre j'ai une grippe, est-ce que je vais mourir? Donc c'est vraiment bien d'expliquer, mais dans une
on va pas rentrer dans des détails non plus atroces pour l'enfant, mais on explique et puis on amène l'enfant à comprendre qu'il n'y aura pas de retour derrière. Est-ce qu'il y a un âge justement où les enfants ont peur de la mort? C'est une question que évidemment je te pose, mais que non, qui vient pas d'arriver, qui vient ensuite d'arriver de moi, maman. Parce que ma fille a peur qu'il m'arrive quelque chose, par exemple. Je pense que c'est le cas de plein d'autres parents. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que les enfants, au départ, ont plus peur de la mort en tant que si il arrive quelque chose à maman, c'est parce que je n'aurais pas été là pour la sauver. Non, c'est trop. Donc c'est un peu ce truc de c'est moi qui peux sauver ma maman. Voilà. Donc au départ, alors c'est un peu ce qu'on disait la dernière fois dans une des autres vidéos, c'est un peu, alors l'angoisse de la mort, oui, elle est là, elle peut arriver, et puis en fait ça vient toujours en fonction de l'histoire de l'enfant, ce qui s'est passé, s'il y a eu un abandon, un décès, enfin voilà, des choses particulières. Donc c'est vrai que là c'est encore propre à chacun, mais il faut pouvoir rassurer l'enfant en lui disant que ce n'est pas parce qu'il y a eu une histoire personnelle ou ce n'est pas parce que tu vas aller toi traverser la rue que tu vas forcément mourir, parce que toi tu avais appris avant ton enfant à traverser la rue. Je comprends. Alors là on a une question sur la séparation, on vient un peu sur la séparation. Donc de Floriane, qui est aussi dans l'appli 0+0, qui nous dit, voilà, par rapport à les angoisses de séparation, à l'âge de 1 an, mon fils a été séparé pour une période de 3 mois de son père pour des raisons professionnelles. Et cela s'est reproduit à l'âge de 2 ans, il a maintenant 2 ans et demi, et les moments de séparation sont très compliqués, crie, pleure, il se débat, etc. Comment peut-on l'apaiser ? Alors, il faut aussi vérifier en fonction donc, de l'histoire personnelle, est-ce que quand il se sépare, c'est pour le travail, et donc lui expliquer que... Oui, c'est le cas, c'est ça. C'est le cas de beaucoup de parents. Donc expliquer qu'il y a toujours un retour, il s'en va pour le travail, mais il va revenir, et qu'il y a toujours un moment où ça se passera mieux derrière, parce que le retour... il va pouvoir l'anticiper. Ça, c'est un premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'effectivement, l'enfant peut avoir une petite angoisse de séparation à ce moment-là, ce qui est complètement légitime. Et il faut pouvoir donc le rassurer et lui dire qu'en gros, non seulement il y aura un retour, mais que pendant cette période-là, on va en profiter pour faire, par exemple, plein d'activités pour papa. C'est-à-dire, on peut créer aussi des dessins, des collages, des coloriages, des trucs comme ça, pour que quand papa revient, on puisse l'accueillir avec plein de choses. Alors, ce coup-ci, c'est moi qui ai une astuce. Parce que moi, c'était le cas du père de ma fille pendant un moment, donc pendant 9 mois, son père partait toutes les semaines. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un espèce de semainier avec des photos en fait, de son papa des photos de ma fille, où tout le lundi, il y avait une photo, le mardi, etc. Et ça lui permettait en plus d'avoir des repères, de voir que la semaine avançait. Donc ça c'était bien. Et la seconde chose aussi, si je peux apporter un peu d'idée, je pense que ça va faire marrer pas mal de parents, parce qu'on peut l'utiliser pour plein de situations plus coquines les unes que les autres, je l'expliquerai dans un autre live, mais c'est aussi en fait de mettre dans des petits œufs Kinder, alors je suis certaine que les enfants en mangent, de mettre en fait des petits mots aussi tous les jours. Et en fait ça c'est vachement sympa, parce que tous les jours de la semaine il ouvre son petit œuf Kinder, ça peut être un dessin, ça peut être un petit mot, et ça c'est génial, parce que ma fille avait adoré. Donc voilà, tu prolonges en fait justement cette présence. C'est ça, exactement. C'est un peu comme quand on te souhaite un bon anniversaire 3 jours après ton anniversaire, t'es toujours un peu dans l'optique de c'est encore mon anniversaire. Oui, mais c'est exactement ça. Alors Jules Florent nous dit, et au quotidien, même le laisser chez la nounou est problématique. Donc on va encore une fois lui répéter que maman ne part pas en voyage, mais qu'elle va juste le récupérer après la fin de la journée, que donc tu vois, hier je suis venue à la fin de la journée, tu vois, aujourd'hui je suis venue à la fin de la journée, de lui répéter tous les jours en lui disant papa part pour le travail et il revient dans pile tant de jours, et donc en fait on peut faire ce fameux semainier histoire de montrer effectivement un décompte, mais maman tu vois elle revient tous les soirs. Ouais, mais ça c'est important. Mais ça je pense qu'il y a plein de parents qui s'identifient là-dedans. Sur le je dépose mon enfant, la peur de ne pas retrouver son papa ou sa maman, c'est vraiment une question. Et puis il y a beaucoup de parents qui voyagent pour le travail. Donc c'est vrai que c'est toujours important de prévenir l'enfant du moment auquel on rencontrera. C'est-à-dire tu peux agiter ta baguette. Voilà. Il y a plein de parents qui me disent moi quand je pars, en fait, comme je pars à 6h du mat ou pour un vol ou n'importe, où que l'enfant est en train de dormir ou
il est à l'école, et ben je le dis pas aux enfants. Et en fait, c'est une source de stress pour les enfants. Il vaut mieux les prévenir et les mettre en condition 2-3 jours avant même, plutôt que de faire un peu la technique de l'autruche encore une fois et de se dire bon bah c'est parti, hop c'est bon, il n'y aura pas de crise. Il vaut mieux qu'il y ait entre guillemets une petite crise au moment du départ, qui se calmera, mais au moins l'enfant pourra savoir pourquoi le parent n'est pas là pendant tant de jours, ou en tout cas pourra anticiper son absence. D'accord, alors autre chose aussi qui peut arriver, puis après on arrête dans les trucs un peu tristes, mais vous voyez, on réussit à dédramatiser et à apporter des petites astuces. C'est l'alcoolisme dans les proches de l'enfant, ou parfois un des parents qui est aussi en prison, on en a eu, ou l'abandon d'un proche aussi. Ça aussi, ça peut arriver. L'enfant évolue avec un des deux parents. Du genre, je vais acheter un paquet de clopes et on revient jamais. C'est horrible, ouais. Mais ça peut arriver. Est-ce qu'il faut consulter dans ces cas-là avec son enfant, ou ne rien faire? Alors, si l'enfant n'émet pas de besoin de discuter particulièrement, ou de problèmes, ou de changement d'attitude, je suis partisante pour ne rien aller creuser chez un psy, dans le sens où quand il n'y a pas de souci, pourquoi en créer un? Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'effectivement, en fait, il faut aussi se dire que les enfants qui grandissent avec, donc justement, prenons un parent alcoolique, c'est aussi pas forcément une faiblesse, mais on peut faire aussi une force. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai un parent alcoolique, je peux avoir deux chemins qui s'offrent à moi. Est-ce que finalement je vais choisir le chemin de moi aussi être alcoolique, ou alors est-ce que moi je vais choisir le chemin de surtout pas être alcoolique? Et ça va être la même chose en fait pour plein de thématiques. J'ai un parent qui a été un voleur toute sa vie. Est-ce que j'ai envie d'être moi aussi voleur, ou au contraire j'ai envie d'être très honnête? L'idée, c'est on peut en faire une faiblesse, mais on peut aussi et surtout en faire une force. Et c'est la même chose pour ces enfants. Il faut réfléchir en se disant, c'est pas forcément quelque chose qui va les fragiliser, mais au contraire ça peut les renforcer. Tu as tellement raison, c'est pas parce qu'on a été battu qu'on va battre nos enfants et encore idées reçues. Exactement, c'est pas parce qu'on a des parents qui sont séparés que nous-mêmes on va se séparer. Exactement, c'est ce qui est souvent en fait ce qu'on entend en fait. De toute façon, mes parents sont divorcés, donc je crois pas en l'amour, ou alors il y a l'autre versant, c'est mes parents sont divorcés et moi je veux croire en l'amour. Donc voilà, et ben c'est ça auquel il faut faire attention. Exactement, on peut le retourner en fait en sa faveur. Justement, t'as piqué ma transition. Ah mince, pardon. Alors, j'ai souvent tendance à dire que c'est des événements douloureux ou difficiles qui font aussi que on soit des êtres exceptionnels. Ça nous donne une sensibilité, une créativité différente. Ce qui amène au deuxième sujet, deuxième thématique. Qui est beaucoup compliqué, mais qui peut poser aussi des problèmes. Bien sûr. On va vite trouver des solutions. C'est mon enfant qui est doué. Alors, déjà, qu'est-ce que ça veut dire mon enfant est doué? Est-ce que c'est le fait qu'il aille plus vite que tout le monde? J'ai l'impression qu'il pige vite? Alors, le fait de dire mon enfant est doué, ça veut dire que mon enfant a un don. Et en fait, le don, on peut le retrouver dans plein de domaines. Ça peut être dans le domaine sportif. Un sportif est doué, il a un don, il court plus vite, il saute plus haut, voilà. Ça peut être dans un domaine créatif, comme on le voit avec certains peintres, certains sculpteurs, enfin voilà. Ça peut être dans un domaine entre guillemets intellectuel, même si tout ça, ça reste aussi de l'intellect, mais ce que je veux dire, ça peut être dans un domaine plus mathématique, français, enfin voilà, physicien. Donc en fait, être doué, j'ai envie de dire que c'est avoir ce petit plus. D'accord. Alors justement, on a une maman Claire qui nous dit « Mon fils a été déclaré précoce par le psychiatre de l'école. Comment puis-je le mettre à l'aise avec cette situation et l'aider? Car en plus d'être précoce, il est facilement distrait et du coup, il bâcle son travail. » C'est tellement vrai ce qu'elle dit. En fait, ça va souvent ensemble. Alors moi, j'aime bien ne pas trop dire aux enfants non plus qu'ils sont trop doués et qu'ils ont été détectés précoces ou quoi que ce soit, parce qu'en fait derrière c'est toujours pareil, ils peuvent choisir le chemin justement, soit en faire une force, soit choisir le chemin de comme moi j'arrive à piger le truc assez rapidement, j'ai rien envie de faire derrière. Donc ce sont des enfants qui en fait jusqu'à la 6e peuvent un peu siffloter tranquillement et n'en rien foutre. Et donc en fait l'idée c'est de pas trop leur rabâcher qu'ils comprennent sans apprendre, qu'ils comprennent sans faire trop d'efforts, parce que derrière ils vont pas faire leurs devoirs, et donc en fait ils risquent carrément, alors qu'au départ ils étaient précoces, ils risquent carrément d'avoir du retard derrière parce qu'ils n'auront pas acquis certaines notions. Parce que justement ils auront été distraits au moment de l'apprentissage de certaines notions. Donc c'est bien de pas
trop le dire à l'enfant, maintenant on le sait, donc ça veut dire aussi que derrière il peut y avoir plus de stimulation familiale, scolaire, n'importe. On peut en profiter justement pour le stimuler un peu plus, mais il ne faut pas non plus trop le lui doser. Exactement, il faut pouvoir doser. D'accord. Si on prend l'exemple de la lecture, qui est souvent le référentiel, tu veux nous dire si c'est bien ou pas, d'ailleurs tu veux nous le dire maintenant. Tu veux sortir ta baguette non, magique. mais souvent, c'est ça, c'est que souvent en fait on dit oui, mon enfant a appris à lire à l'âge de 2 ans et demi, il savait déjà lire 3 mots, ou ça ne veut pas dire qu'il est doué. Alors non, effectivement, comme je te l'ai dit, chaque enfant avance toujours à son âge et à son rythme. Donc il n'y a pas d'âge auquel on se dit ah bah cet enfant il est forcément hyper doué parce qu'il a marché à 10 mois. Effectivement, il peut y avoir des récurrences comme ça, mais c'est pas parce que l'enfant va marcher à 10 mois que forcément c'est un enfant surdoué. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, alors la référence de la lecture, le référentiel de lecture, non je suis pas trop fan. Bah non, parce qu'en fait au départ on va prendre la marche, puis ensuite on va prendre le langage, puis ensuite on va prendre la lecture, puis ensuite, enfin voilà. Donc c'est c'est infini dans le sens où on peut toujours prendre, nous en tant que parents, n'importe quel référentiel histoire de dire que notre enfant est un génie. D'ailleurs, en fait, c'est un peu ça, c'est un génie ou un surdoué, enfin voilà, c'est un enfant en fait dont les parents, un enfant normal dont les parents ont projeté sur lui le fait d'être trop couvé et de penser que c'est un génie. Mais l'enfant est forcément en fait un enfant normal et puis après il a quelques petits trucs. Exactement. Mais c'est vrai que pour chaque parent, son enfant est un génie. Alors on a un autre témoignage d'une maman. Écrivez dans 0+0. Vous voyez, on vous rend quand même, on essaie de répondre à vos questions. Donc cette maman nous a apporté son témoignage en disant ma fille n'a pas l'air de s'épanouir à l'école. Elle dit à sa maman qu'elle ne travaille jamais, qu'elle joue beaucoup et qu'elle a toujours envie de faire des activités de grands. Ouais. C'est un signe aussi, il y a des tests, il y a... Alors, c'est un signe, ça peut, mais en même temps, j'ai envie de dire, sa fille a 4 ans, je trouve que c'est un peu tôt. J'ai envie de dire que j'aime bien ne pas trop embêter les enfants, on va dire ça comme ça, avant l'âge de 6 ans. D'accord. Fait. Ouais, donc effectivement, il y a des tests qui existent, mais je trouve que les tests qui sont vraiment bien pensés, etc., sont ceux qui commencent à partir de 6 ans. Donc effectivement, tant mieux si la petite fille dit qu'elle préfère jouer avec des grands. Après, c'est dommage si elle dit qu'elle s'ennuie à l'école. Et effectivement, peut-être qu'il faut en discuter avec le corps enseignant. Mais j'aime pas trop parler de précocité avant l'âge de 6 ans. J'aime bien dire, effectivement, c'est un enfant qui peut être en avance. Mais poser un diagnostic avant l'âge de 6 ans, je trouve ça... C'est un peu tôt. Ouais, c'est un peu tôt parce que c'est cataloguer encore une fois les enfants. Donc c'est bien de dire... donc encore une fois, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure à Claire, c'est-à-dire que c'est bien de le savoir, mais c'est bien aussi de ne pas trop le dire à l'enfant. Alors effectivement, si l'enfant passe un test à 4 ans, eh ben, en fait, il va aussi se poser la question de pourquoi il passe le test. Ouais, bien sûr. Donc évidemment, on va aussi devoir lui expliquer pourquoi on fait passer ce test. Sûr. Et il faut encourager du coup ses enfants à faire d'autres activités, j'imagine. Exactement, ouais. Tu peux faire plein d'activités justement avec ses enfants et c'est ça qui est plutôt sympa, c'est que tu peux justement aller vers d'autres activités que simplement le scolaire pur et dur. Alors du coup, il y a Claire qui dit avez-vous donc une astuce pour qu'il ne soit pas distrait et que sa précocité ne devienne pas un frein? Alors déjà on n'en parle pas trop, ça c'est la première astuce. On évite de dire t'es précoce. On peut dire je te trouve fabuleux, mais voilà. T'es merveilleux. Et puis et ben justement en fait encore une fois de le remettre un peu les limites du cadrage de regarde, concentre-toi, tu vois, sinon ce qu'on avait dit avec la dame ou le monsieur qui l'a dit que tu étais précoce, et ben en fait ça va au contraire ça va pas trop te servir si tu n'écoutes pas ce qu'on te raconte, ce qu'on te dit, alors que là tu peux aller à l'école pour apprendre plein de choses, et si tu apprends plein de choses on va pouvoir partager plein de choses. Donc voilà, en fait on le rend un petit peu, c'est l'encourager, un peu le défier, c'est-à-dire alors sans forcément le défier, mais lui dire en fait quand tu vas apprendre plein de choses on va pouvoir aussi faire plein de choses et partager plein de moments justement qui vont être des moments propres à nous qu'on ne pourrait pas partager avec d'autres enfants. Dac. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a vu beaucoup de choses. Donc, il faut pas hésiter. J'ai une petite astuce si tu permets. La baguette, vas-y. Voilà. La pression.
La Tu pression. peux t'en parler ou pas trop? Oui, si on va en parler, on va en parler. Pardon, d'accord, ok. Non, mais je je pense que ce qu'on va faire, c'est que sur la pression, parce qu'il y a effectivement la pression des parents, etc., on fera un gros sujet. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Hein, on fera un petit sujet. Donc je te donne l'astuce comme vas-y, donne l'astuce, je ressors la baguette. Vas-y. Alors, les enfants, comme on l'a dit déjà dans une autre vidéo, on a tendance en fait à oublier que eux ils passent 90% de leur temps en lien avec l'école. Je le répète, ils sont à 70% à l'école, ils rentrent de l'école, on leur parle de l'école, ils prennent le goûter, donc on leur demande comment ça s'est passé à l'école, ils font leurs devoirs pour l'école, etc., etc. Donc l'idée c'est aussi de pas trop mettre cette pression scolaire parce que sinon l'enfant va détester ou en tout cas pas apprécier l'école. Donc l'idée c'est de se dire, par exemple, on aménage un temps où on ne va surtout pas parler de l'école. Donc ça peut être par exemple au moment des repas. Surtout quand, en général, s'il y a plusieurs enfants, ils risquent de ne pas forcément être au même niveau. Il y en a un qui travaille moins bien et tout. Et donc c'est là où on crée de la compétition entre les enfants et c'est pas très bon. Donc l'idée c'est, on met pas de pression scolaire sur les enfants. Donc par exemple, le moment du repas, on ne parle pas d'école. Et comme ça, il n'y a ni compétition entre les frères et sœurs, ni justement ce truc de en permanence parler d'école. On peut en parler avant, après, mais pas pendant. Très bien. Bon, super. Merci Paola. Vous êtes de plus en plus nombreux. Moi, je sais plus quoi dire. Il y en a, je sais pas, on est arrivé à 25 000 sur l'appli 0+0, 43 000 sur la page Facebook. On est content parce que faut partager justement. Partagez, parlez de nous, c'est gratuit. Donc là, nous, on vous aide. Et posez vos questions, plein de questions, parce qu'on aura d'autres interventions la semaine prochaine encore. Donc n'hésitez pas à nous soumettre des sujets et vous nous retrouvez. Donc, on aura plein d'astuces encore, non? Plein. On va avoir plein de baguettes magiques. T'es trop belle avec ta couronne. Merci encore à vous et on vous souhaite un excellent week-end et de très très bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Si. À bientôt. Au revoir.